Le micro est fermé. Le micro est fermé. Le micro de chaud. Le micro de 40 000 logements viabilisés des quartiers non lotis à Ouagadougou et à Bobo-Dioula sont encadrés. Les sociétés immobilières, par exemple, voici entre autres les engagements du candidat Kaboré aux élections de 2015. 5 ans après, que deviennent ces promesses? C'est le sujet de dialogue citoyen aujourd'hui qui reçoit le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui est donc avec nous en plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Simon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de revenir à vous, notez que Dialogue Citoyen, c'est bien sûr une émission de la RTB produite par Diaconia, Water Aid et la CODEL dans le cadre du programme Présimètre, qui est le suivi citoyen du programme du président du FASO par donc l'éthique. Et ce soir, monsieur le ministre, nous avons un public qui est là avec deux invités qui passeront à tout le rôle, échanger directement avec vous. Vous connaissez le principe puisque vous y êtes déjà passé. Et entre ces deux, il y aura des appels au téléphone, des questions des internautes sur la plateforme Présimètre que nous allons découvrir ensemble ici. Et à la fin de l'émission, il y a le public que vous voyez à gauche et à ma droite qui nous dira s'il a été convaincu par ce que vous avez dit et ça va se traduire par une note sur 10. Mais en attendant donc que tout s'installe et que les téléspectateurs commencent à appeler, nous aurons 15 à 20 minutes d'entretien en plateau. Et je commence, monsieur le ministre, il y a 2 semaines de cela, vos techniciens ont fait une conférence de presse. Et ils ont dit que les sociétés immobilières qui opèrent au Burkina n'ont pas de mandat. En tout cas, ils n'ont pas reçu d'autorisation pour commercialiser les parcelles. Pourtant, des parcelles ont été vendues par des sociétés immobilières, des citoyens en ont acheté. Ce qu'ils vous reprochent aujourd'hui, c'est que vous ne les avez pas prévenus à temps. Et l'autre volet de la question, qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui ont acquis ces parcelles? Bien, merci Simon. Je voudrais d'abord, avant de commencer mon intervention rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité, aux populations civiles, aux volontaires, à tous ceux qui ont payé un lourd tribut pour la défense de la patrie. Mes pensées vont également à toutes les victimes de la pandémie du Covid et souhaiter que ceux qui en souffrent encore soient guéris et que nos blessés sur le front soient également guéris. Vous avez abordé l'une des préoccupations principales du public que je salue ici. Je remercie donc Diaconia, Water Aid, la CODEL et la RTB pour cette occasion, cette heureuse initiative de reddition des comptes. Vous l'avez dit, vous êtes à votre 33e émission. Je suis déjà passé en 2018. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté donc l'invitation. Effectivement, il vous souviendra qu'en novembre 2018, le gouvernement, après un premier examen du rapport de la commission d'enquête, la commission interministérielle qui a été mise en place sur l'appurement du passif urbain, le gouvernement avait donc levé la mesure de suspension de lotissement pour l'ensemble des communes de notre pays, à l'exception de Ouagadougou et Bobo-Dioula. Et cela, c'était en novembre 2018. Il y a un certain nombre d'activités qui ont démarré à partir de cette période, mais qui n'ont pas respecté les textes. Ça, il faut le dire, et au niveau de la promotion immobilière. C'est pour cette raison que nous avons, en mai 2019, soit moins de 6 mois après la levée de la mesure de suspension, nous avons engagé un contrôle des activités des promoteurs immobiliers dans toutes les communes rurales autour de Ouaga et au niveau de Bobo, étant donné que Bobo
il y a encore des arrondissements qui ont des zones non aménagées. Donc les arrondissements de Bobo et la commune de Bama. Donc nous avons engagé ce contrôle et les résultats de ce contrôle, c'est que un certain nombre de promoteurs immobiliers, je crois qu'ils sont une soixantaine, ont engagé des projets immobiliers sans aboutir à la fin des procédures avant de commercialiser les parcelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les parcelles qui ont été commercialisées, si on veut parler en langage simple, c'est des parcelles illégales parce qu'elles n'existent dans aucun registre de conservation des données cadastrales qui sont déposées au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Direction générale des impôts. Donc ces parcelles sont illégales et ne devraient pas être commercialisées. Voilà. Donc nous sommes retrouvés dans cette situation, nous avons fait le point. Naturellement, des sanctions vont être prises et nous sommes en train d'examiner les différentes situations pour voir dans quelle mesure, je ne veux pas dire les populations innocentes, parce que tout le monde sait ici, à Ouaga comme à Bobo, avant d'aller acheter une parcelle, vous vous assurez de l'existence de cette parcelle. Et il y a une structure comme le guichet unique des fonciers qui peut renseigner tout le monde. Ce n'est pas les premières transactions. Donc vous pouvez aller vous renseigner au guichet unique du foncier. Cette parcelle, elle existe, elle n'existe pas, avant de vous engager. Voilà. Mais c'est une situation de fait. Nous sommes en train de voir comment nous allons rattraper certaines attributions. Certaines, pas toutes. Parce que les choses sont simples. Dans une ville, il y a la planification. Ce qu'on appelle la planification. On va revenir là-dessus. Voilà. C'est quoi? C'est-à-dire que dans une ville, tous les espaces ne sont pas dédiés au logement. Il y a des espaces pour la santé, il y en a pour l'éducation, il y en a pour le commerce, il y en a pour etc. etc. Voilà. Donc, ce n'est pas partout qu'on doit faire du logement. D'autre part, il y a des endroits où ce sont des bas-fonds. Voilà, c'est des zones qui ne doivent pas être aménagées. Inondables, et voilà. Qui ne doivent pas être aménagées. Pour les cas de ce genre, vous verrez que c'est difficile pour nous d'avaliser de telles situations. Donc, ce qui va se passer, nous allons regarder. D'abord, nous allons prendre des sanctions assez sévères et nous verrons comment rattraper. Voilà. Mais il faut dire que ceux qui sont acceptés de jouer ce jeu n'ont pas totalement raison. Voilà. Je dis, vous avez la possibilité de vérifier. Quelqu'un qui va mettre 5 millions dans une parcelle, vous avez la possibilité d'aller vérifier. Vous n'allez pas aller les yeux fermés acheter une parcelle. Alors, voilà. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question du passif. Ça fait pour Ouaga et Bobo bientôt 5 ans qu'on a arrêté pratiquement les opérations de lotissement, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'administration foncière. Il y a des communes où il est impossible aujourd'hui, parce que les commissions qui s'occupent de ces questions-là n'existent plus, de corriger ne serait-ce qu'une erreur de frappe sur le nom, par exemple, de quelqu'un. Vous vous appelez Tankwano Mamadi, on se trompe sur votre nom, et vous voulez faire corriger ce papier-là, vous ne pouvez pas le faire à l'heure actuelle. Et il y a un notaire qui m'a dit qu'il y a des communes aussi où les maires refusent de signer des PUH. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à l'heure actuelle? Je pense qu'il faut plutôt parler d'arrondissement. D'arrondissement plutôt, Ouaga et Bobo. Oui, voilà, effectivement, nous avions, à l'occasion du Conseil des ministres qui a pris la décision, décidé de suspendre dans ces deux villes toutes les opérations en matière de lotissement. C'est ce qui a entraîné, j'allais dire, pas des extrapolations, c'est ce qui a entraîné la suite, qui a amené certains maires à ne pas signer les papiers administratifs. Mais je dis, nous avions pris l'engagement de mener à bien les travaux des différentes commissions et à l'issue de ces travaux-là, le Conseil des ministres statuera sur la reprise des activités en matière foncière, immobilière. Sauf que ça dure, monsieur le ministre, il y a des investisseurs qui ne peuvent pas investir, il y a des particuliers qui veulent investir sur leurs parcelles, et comme peut-être il y a des erreurs sur leur acte de naissance, ou bien qu'on n'arrive pas peut-être à identifier correctement la parcelle, on est obligé d'arrêter les activités.
Oui, c'est vrai que ça a pris du temps, mais il faut se dire que c'est des travaux sur 20 ans en arrière, 95, 2015. Pour ceux qui étaient des témoins ici, vous avez suivi le désordre qu'il y a eu dans la gestion des parcelles au niveau des communes. La révolution, il y avait eu des actes louables. Après cela, vous avez suivi, ça a dérapé. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Donc, il fallait, dans un premier temps, faire le point de ces irrégularités et voir quelles pouvaient être les propositions de solutions. Dans un premier temps, la commission qui avait été mise en place dans sa première phase a été confrontée à des difficultés matérielles, à des difficultés budgétaires, à des difficultés même de disponibilité de ses membres. C'est le lieu de réfléchir sur l'utilité des commissions ad hoc. On désigne des membres du ministère, ou qui viennent ou qui ne viennent pas. On désigne des membres de la société civile. Parce que peut-être il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Si, il y a des mesures d'accompagnement qu'ils jugent insuffisantes, mais c'est les textes du pays. Si on vous dit que l'indemnité du journalière, c'est 2 000 francs, ce n'est pas parce que c'est la commission d'appurement qu'on va vous donner 10 000 francs. Voilà, c'est aussi simple. Ou bien vous assistez à des situations où des membres d'OSC, organisations de la société civile, ont pris en otage les rapports des commissions. C'est gênant. Voilà, c'est gênant pour moi de sortir tous ces détails-là, mais c'est autant de raisons qui nous ont amenés à avoir ce long délai que vous avez constaté. Le dernier aspect que je voulais évoquer, c'est que les registres de recensement, les PV de recensement, les registres d'attribution, les PV d'attribution, c'est surtout dans ces PV qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ont été détruits. Voilà. Ont été détruits. Par qui? Qu'est-ce qu'on fait par les autorités locales de l'époque? Voilà. Parce que il y a beaucoup de pluie quand des poursuites judiciaires. Okay. Pour éviter les poursuites judiciaires, ont été brûlés. Voilà. Si vous voulez que je dise le terme froid, ont été brûlés. Dans quelle localité à Ouagadougou, à Bobo? Partout. Voilà. Donc, quand souvent on entend des propos, le gouvernement protège certains maires, etc., nous sommes dans un état de droit. Il y a la séparation des pouvoirs. La justice fait son travail. Il peut arriver que dans l'instruction d'un dossier, un citoyen, il a des droits et des obligations, un citoyen obtient la liberté provisoire, machin. Bon, on crie que c'est la complicité du gouvernement. Non, il y a une séparation nette. La justice poursuit son cours. Le gouvernement également fait son travail suivant les instructions, les orientations du président du FASO et essaie d'apporter des éléments de réponse. Il faut dire que ce dossier est extrêmement chaud, vous le savez. Voilà. Alors, la dernière question que je vais vous poser avant qu'on donne la parole aux panélistes, c'est il y a à peu près 2 ans de cela, vous aviez demandé aux citoyens de payer 2 000 francs pour souscrire, en tout cas, à des logements. Ça fait longtemps qu'on ne vous entend plus parler, en tout cas, vous n'avez pas rendu compte aux citoyens de ces 2 000 que vous avez pris. Ils n'ont pas eu de suite. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Et puis, est-ce que c'est remboursable pour ceux qui n'ont pas eu leur logement? Bien, je pense qu'il y a eu des occasions où on est revenu sur la question des 2000, des conférences de presse animées ou par moi-même ou animées par mes collaborateurs où on a abordé cette question. Je vais revenir en arrière. Quand nous avons lancé le programme, nous avons donc lancé une campagne d'inscription au programme. Je dis bien une campagne d'inscription, c'est différent de la souscription. Voilà. La campagne d'inscription avait pour but de pouvoir amener les gens à rentrer dans la mémoire du programme. Et c'est cette campagne... Et c'est l'inscription qui faisait 2000 2000 francs. Et elle a servi également à pouvoir cerner la demande, à pouvoir cerner le standing. Par exemple, je prends une commune quelconque dans le Mossilan, là-bas, Puitenga. Puitenga, il y a combien de gens qui veulent des logements? Il y a combien de gens
qui veulent des logements sociaux? Il y a combien de gens qui veulent des logements économiques? Cette campagne-là nous a permis d'avoir ces statistiques-là. Après la campagne d'inscription, dans la mesure où vous êtes inscrit maintenant dans le programme, dès que nous lançons une opération de construction à travers des SMS, si ce n'est pas vrai, les gens pourront, à la fin de l'émission, vérifier au niveau du CGC, à travers des SMS, on vous envoie des messages pour dire que bon, le programme a prévu 500 000 logements dans telle localité. Et ces logements, voici les différents standings, voici les coûts. Et maintenant, nous pensons à la deuxième phase, qui est la campagne de souscription. En ce moment, vous vous engagez. Je ne pense pas qu'avec 2000 francs, vous allez vous engager. En ce moment, vous vous engagez à rentrer dans le programme. Et dans les conditions du programme, où, par exemple, on dit les logements sociaux, c'est 7 500 000, vous devez payer 750 000 d'avance. Les logements économiques, c'est autour de 16 millions, vous devez payer 4 millions voilà, et quelques d'avance. Et ça, vous devez le payer sur 6 mois, sur 1 an, etc. En ce moment, vous rentrez dans le programme. Et dès que vous rentrez dans le programme, nous faisons le point. Si le nombre de souscripteurs est inférieur au logement disponible, mais tous ceux qui vont souscrire auront des logements. Mais si le nombre de souscripteurs est supérieur au logement disponible, nous organisons un tirage au sort et cela s'est fait à Jean-Pierre Guingané sur un programme où nous avions construit 1250 logements. À l'occasion de ce tirage, près de 900 logements ont été pris parce qu'il y avait du social, il y avait de l'économique. Donc voilà comment le mécanisme fonctionne. Aujourd'hui, on est à Banfora, on est en train de construire. Tous ceux qui se sont inscrits en disant qu'ils veulent des maisons à Banfora ou dans la région de la Comoé recevront des SMS. Donc les 2000 francs vous donnent droit à recevoir des SMS pour rentrer dans le programme. Mais je pense que si quelqu'un veut un logement qui coûte 7 500 000, puisque c'est le minimum, je ne pense pas qu'on va nous en vouloir. Ensuite, oui. Le dernier complément que je veux ajouter, les 2000 francs ont été versés dans les sociétés de téléphonie mobile. Je crois qu'ils tournent autour de 275 millions. Ces 275 millions ont été entièrement reversés au trésor public, qui est notre trésor à nous tous. Voilà, ça n'a pas été reversé au ministre Bonané, ça n'a pas été reversé au ministère de l'Urbanisme. C'est au trésor public sur la base de l'unicité de caisse. L'unicité de caisse, c'est quoi? Il n'y a que eux qui peuvent recevoir l'argent public. Voilà. Donc ça a été reversé. Et maintenant, dans le cadre de l'exécution du budget de l'État, il y a des volets qui nous sont consacrés. Donc voilà la question des 2000 francs, je pense que c'est... On dirait que c'est la contribution des citoyens pour les caisses de l'État. Monsieur, nous allons donc appeler le premier panéliste à venir ici avec nous. Il va parler de politique de logement et aménagement des quartiers lotis et non lotis. Il s'appelle Patrick Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert foncier, vous travaillez, vous collaborez avec la CODEL, c'est ça? Merci, vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. 10 minutes de courtoisie surtout, c'est très important pour nous. Et puis, voilà, pas de questions tabou. D'accord. Alors, pas de questions tabou. Merci, monsieur le ministre, d'être présent sur ce plateau pour, en tout cas, satisfaire à votre devoir de redevabilité envers le peuple burkinabé. Je vais peut-être prendre au rebond au sujet des 2000 dont vous venez de parler, qui n'était pas ma question initiale, mais je note que très récemment, votre chef du programme de construction des logements a indiqué qu'il y avait à peu près 208 000 souscripteurs. Voilà. Mathématiquement, je me suis dit que ça ferait peut-être autour de 400 millions. Et effectivement, il se pose la question de savoir, pour les citoyens, quel est le sort réservé à ces 2000. Certes, M. Gongo en a déjà parlé, donc on ne va certainement pas revenir là-dessus. L'autre axe... Je vais répondre à cette question parce que c'est bon qu'on clarifie. D'accord. Voilà, c'est là. Quand nous avons lancé la campagne d'inscription, c'est la première fois au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous avons mis en place
un système d'inscription en ligne. Nous avons été fait dans ce pays. Voilà. Un système d'inscription en ligne et un système également manuel. Donc, les gens se sont inscrits à travers des souscriptions manuelles, mais la condition pour que vous soyez enregistré dans le programme, là, c'était que vous payiez les 2000 francs chez l'opérateur de téléphonie mobile. Il y en a donc dans les communes à travers le pays, puisque nous avons décentralisé la collecte des demandes dans les communes à travers le pays qui ont rempli les fiches, mais qui n'ont pas payé. Voilà, donc ça tourne autour de 137, 138 000, ceux qui ont payé. D'accord. Voilà. Mais l'avantage de l'ensemble des inscrits, c'est que ça vous donne une photographie des besoins en logement. Ça, c'est déjà une avancée importante. Alors, voilà. En allant dans le premier axe qui a été indiqué par M. Gongo, notamment l'accès aux couches sociales, l'accès pour les couches sociales défavorisées à des logements, la défunte Banque de l'Habitat comportait en son sein un fonds dénommé Fonds de logement social. Aujourd'hui, la Banque de l'Habitat, comme nous le savons, n'existe plus, alors que pour un revenu moyen de Burkinabé, comme nous le connaissons, des taux bancaires avec des délais qui sont fournis par les banques commerciales ne sont pas véritablement supportables pour les revenus des Burkinabés moyens que nous connaissons. Alors, quel est le mécanisme palliatif ou supplétif que le ministère de l'Urbanisme a bien voulu mettre en place pour permettre en tout cas à ces couches sociales défavorisées-là d'avoir aussi accès à des logements? Encore que je termine sur ce point en disant que l'objectif initial de 40 000 logements qui inclut à la fois la construction de 35 000 logements sociaux et de 5 000 logements construits sur la base de l'autoconstruction, semble visiblement n'a pas été atteint, parce qu'on se rend compte avec le dernier point de presse qui a été fait par le programme de construction de logements qu'il y a 5 314 logements qui ont pu être réalisés aujourd'hui au bout des 5 ans du programme. Donc sur le premier axe de mon intervention, voilà les questions que je voudrais vous soumettre, Monsieur le ministre. Merci de cette question sur le FOLOS et la Banque de l'Habitat. C'est vrai que dans les années 2005, on avait créé 2005-2006, 2005 la Banque de l'Habitat, 2006 le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et en 2008 le FOLOS, le Fonds du logement social. Quel était le rôle de ce Fonds de logement social? Le Fonds du logement social avait pour mission de bonifier les prêts pour les couches sociales défavorisées. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient inscrits au logement social, quand vous allez à la Banque de l'Habitat, parce que c'était logé à la Banque de l'Habitat, au lieu de vous appliquer un pourcentage de 8, 9, 10% sur un prêt, on vous ramenait ça à 5,5%. Donc, ce fonds-là qui était alimenté par le budget de l'État à hauteur de 1,5 milliard a servi à gérer ces questions. Mais il faut dire qu'avec l'évolution de cette possibilité, bon, il y a eu, je ne vais pas dire des dérapages, mais des insuffisances qui ont fait que finalement le fonds servait même à faire des prêts dans tout. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de quoi remplacer? Voilà pourquoi nous avons décidé, dès que nous sommes arrivés en 2016, de mettre un terme à ce fonds, de manière à ce que nous réorganisions la contribution de l'État au logement social. Voilà, donc la privatisation de la Banque de l'Habitat aussi est liée au fait que, au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il y avait un minimum de capital qu'il fallait. Appel a été fait aux différents actionnaires, mais il n'y a pas eu de réaction. Donc, nous sommes rentrés dans la phase de privatisation. Maintenant, les formules que le gouvernement a trouvées pour subventionner, pour assister le logement social, c'est la gratuité de la parcelle. Quand vous regardez un logement social qui coûte 7,5 millions, si vous devez y ajouter le coût de la parcelle, vous serez autour de 11 millions. Donc, la parcelle aménagée est donnée, est offerte à celui qui souscrit. Mais d'autre part, dans le cadre de son programme politique, le président Roch Marc Christian Kaboré
a mis en place la caisse de dépôt et consignation qui va jouer le rôle que la Banque de l'Habitat jouait dans le passé. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'abord le taux du crédit et la durée du crédit. Aujourd'hui, nos banques locales sont à 7-8 ans. Mais pour que le social, j'allais dire, prenne sérieusement, il faut aller à 15, 20 ans, comme ce qui se faisait sous la Révolution. Mais bon, sous la Révolution, c'était des contributions que vous avez suivies. Aujourd'hui, on demande aux promoteurs d'aller chercher de l'argent sur la place publique, de venir construire, etc. Ce n'est pas dans les mêmes conditions. Mais avec la création de la caisse de dépôt, la caisse de dépôt servira de garantie d'abord au niveau des banques locales, parce que c'est surtout ce problème qui est posé, de garantie sur des montants comme 80% du montant de la maison, et permettra aux banques locales de faire des crédits de durée un peu plus longue. Cela mettra un peu plus de temps, sur les logements, les 40 000 logements. Voilà. Bon, sur les 40 000 logements, comme vous l'avez remarqué, nous avons fait le point de la demande. On était à 208 000. Il y a eu des programmes précédents, les 10 000, etc., etc. Même les 40 000, on était largement en deçà de ce qu'il fallait pour combler le déficit. Mais nous avons lancé cette opération dans l'espoir de doter l'ensemble des chefs-lieux de région, l'ensemble des chefs-lieux de province, l'ensemble des chefs-lieux de communes rurales d'un minimum de parcs immobiliers. C'était 300 pour les régions, 100 pour les chefs-lieux de province, 50 pour les chefs-lieux de communes rurales et 50 de 50 à 25, voilà. Donc on avait envisagé et nous avons lancé l'opération. Je crois que la machine était dans un bon envol avec l'opération au niveau de Gawa. Vous avez vu, nous avons eu une expérience inédite en Afrique de l'Ouest. 475 logements en matériaux locaux dans une cité. Quand vous allez à Gawa, c'est une très belle cité. Donc, nous avons lancé cette opération, mais malheureusement, après cette opération, nous avons connu un certain nombre de difficultés. Les difficultés d'abord dans la mobilisation du foncier. Vous êtes témoin ici de ce qui se passe dans la région de Ouagadougou. Tous les matins, les gens sont avec des pancartes. Et dans un certain nombre de communes où vous acquérez le foncier, après, il y a des manifestations, on revient en arrière. Donc, les questions de mobilisation du foncier. Vous avez vu que je me suis même déplacé à Logo-Fourceau, dans la commune de Bogo-du-Lasso, à 2 reprises. Voilà, parce que ça aussi, il faut convaincre les gens. Voilà, on ne peut pas, de force, acquérir donc le foncier, parce que la réglementation nous impose un certain nombre. Donc, il y a eu des problèmes dans la mobilisation du foncier. Ensuite, des problèmes dans l'aménagement. Nous avions prévu une dotation budgétaire de 9 milliards chaque année pour soutenir l'aménagement du foncier mobilisé. C'est quoi? Dès qu'on arrive à avoir le foncier, on va faire les levées topographiques, on fait les plans, on fait le lotissement, on dégage les voies principales, etc. On a prévu 9 milliards. Donc si vous calculez depuis le lancement du programme en 2017, 9 milliards sur les 4 années jusqu'en 2020, on devait avoir 36 milliards au niveau de la structure chargée du programme. Bon, nous avons eu en tout et pour tout 4 milliards et quelques. Donc, ça aussi, c'était un autre problème. Et le dernier, je veux résumer, le dernier problème, c'était la capacité des deux acteurs. La capacité des promoteurs immobiliers et la capacité des acquéreurs. Voilà. Donc, on a été confronté à des problèmes de capacité de mobilisation de ressources au niveau des promoteurs immobiliers, parce que le système est le suivant, c'est vous qui allez chercher l'argent. Ne pensez pas que c'est le ministère qui donne l'argent aux promoteurs, vous allez chercher l'argent, vous venez, vous construisez, des acquéreurs accèdent et on vous rembourse sur 2 ans, 3 ans. Donc, il y avait ce problème de capacité des promoteurs et des acteurs. Je vous donnerai l'exemple. À Gawa, nous avons réussi l'exploit de faire des logements sociaux à 3,5 millions. Voilà, vous pouvez le vérifier. Il y a des gens qui ont acquis ça et qui, au bout de 6 mois, 1 an, sont revenus nous remettre nos maisons. Bon, vous vous posez des questions. Voilà. Dans des communes comme Manga, concernant le programme toujours, dans les communes comme Manga,
C'était un chef-lieu de région. On avait prévu 300 logements. On a réalisé les 300 logements. On n'a eu que 90 souscripteurs. Vous allez à Manga aujourd'hui, il y a 210 logements qui sont là. Voilà, c'est autant de trucs. Même à Gawa, on a une vingtaine de logements encore. Donc, quand les gens évoquent ces questions, je vais vous il faut demander nuancer. de vous résumer. Résumer, On a déjà voilà. épuisé les 10 minutes, mais exceptionnellement, je vous Voilà, remercie. alors je crois qu'on a un je peu. demande à Voilà. monsieur le Du point de ministre vue de la résumer, viabilisation vous aussi, des allez habitats rapidement spontanés, par la haute voilà, le taux qui était visé, c'était 10% à l'orée 2020, parce que le chiffre de base était de 17,2%. Aujourd'hui, quel est le taux, si vous pouvez nous le dire, de viabilisation dans ces zones à habitat spontané qu'on appelle communément non lotis? Et sur le passif du foncier, un peu rapidement, comme vous l'aviez souligné, il y a véritablement un souci parce que beaucoup avaient fait des demandes dans l'espoir qu'il y ait des solutions très rapidement. Des conflits qui étaient latents sont en train de devenir ouverts parce que les gens ne voient rien venir. Les rapports qui étaient censés être adoptés, je pense que lors de votre dernier passage, des délais assez courts avaient été donnés. Malheureusement, ils n'ont physiquement pas été respectés. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire aujourd'hui, monsieur le ministre? Bon, voilà. Rapidement, 2 minutes. 2 minutes, pardon. rapidement. Pour ce qui est des zones, des aménagements dans les zones non loties, il y a deux types de zones. Il y a les zones qui avaient été loties depuis la Révolution et qui n'ont jamais connu même pas un passage de Caterpillar pour ouvrir les voies. Et là, nous avons à ce jour fait près de 400 km à Ouaga, Bobo, Goursi, Koudougou, etc., etc. Il y a un certain nombre de localités. Nous avons fait également 17 km de caniveau, mais pour ce qui est des zones non loties, c'est un programme. Le programme de la stratégie de restructuration. La restructuration, c'est quoi en langage simple? C'est un lotissement dans une zone où il y a déjà des habitations. Parce que le principe est le suivant. Quand vous lotissez dans une zone nue, vous pouvez vous permettre toutes les fantaisies. Voilà, le terrain est vierge. Mais quand il y a des habitations, on fait l'effort d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. C'est pour cela que dans le terme scientifique, c'est la restructuration. Donc, nous avons commencé les discussions pour la restructuration. Il y avait rencontré d'abord les responsables des structures étatiques, les collectivités locales, les populations. Et ensuite, maintenant, on passerait à la phase de l'enquête foncière qui consiste à voir dans chaque cour ce qu'il y a, etc., etc. Mais les communes qui sont les plus avancées aujourd'hui dans le processus de restructuration, là, la commune de Sava, où on est très avancé, la commune de Banfora également, et la commune de Puitenga. Sur la base de l'expérience que nous allons faire de la restructuration de ces zones-là, on pourra l'étendre aux arrondissements de Ouaga. Mais ce qui est sûr, les populations qui sont dans les zones non loties peuvent se rassurer qu'elles seront partie prenante en totalité dans l'ensemble du processus de restructuration. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord. On va dire merci à M. Ouattara d'être venu échanger avec vous. Je vous ai laissé exceptionnellement développer, M. le ministre, parce que c'est une question assez sensible qui est très attendue par les téléspectateurs ce soir. Nous allons découvrir ensemble une question sur la plateforme Présimet. Une question de Dorine Ouedraogo du centre. Monsieur le ministre, à quand la levée de la mesure de suspension des lotissements et pour Ouagadougou et pour Bobo Dioulasso? Voilà. Bien, je pense que j'ai répondu à cette question, mais je vais revenir dessus. Allez-y. Voilà, j'avais dit qu'on a fini, on a déposé les rapports. Le gouvernement donc, va très bientôt examiner ces rapports et la suite, le gouvernement décidera de la reprise ou non de la suite à donner. Voilà, on en a déjà parlé, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Une autre question. Alors, il semble qu'il y a un petit problème, mais on me signale qu'il y a une question qui parle. Qu'est-ce que vous faites justement pour empêcher que les populations habitent dans les zones inondables? Bien, concernant les zones inondables,
il faut dire qu'il faut également faire appel à la citoyenneté des populations. Je crois que tout le long du barrage, après les pluies de septembre 2009, des zones ont été aménagées à Yagma où les personnes concernées ont été recasées, si on peut employer le terme. Ils sont allés, au bout d'un certain temps, le constat, c'est qu'ils sont revenus. Le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat vient en appui et en soutien aux collectivités locales. Tout ce qui concerne ces questions-là relève d'abord des collectivités locales. Donc, en relation avec ces acteurs-là, des mesures fortes seront prises. Sinon, nous allons assister à des situations dommageables comme le 1er septembre. Voilà. D'accord. Une autre question qu'on va découvrir ensemble. Monsieur Mendieba Wali du Centre-Nord, où en sommes-nous avec l'apurement du passif? C'est une question qu'on a déjà abordée. Vous allez juste dire un mot là-dessus et puis on va continuer. Où en sommes-nous donc avec l'apurement du passif foncier urbain dans les villes de Ouaga et Bobo, après le dépôt, semble-t-il, du rapport? On en a déjà parlé ici. Peut-être qu'on va demander à la régie d'envoyer une autre question. En signalant que les questions qu'on a déjà abordées, ce n'est plus la peine de revenir là-dessus pour nous permettre d'avancer, d'avoir le plus grand nombre de téléspectateurs. Voilà. Monsieur Zongo Donatien du Centre-Ouest. Alors, depuis 2016, on compte plus de 250 promoteurs immobiliers. Le constat est que les logements sont coûteux par rapport au niveau des citoyens. Les problèmes fonciers se sont accrus, les loyers coûtent toujours cher dans les grands centres urbains. Est-ce un échec de votre politique? Une question très attendue aussi. Bien. Je voudrais dire, Diogo, que ce n'est pas un échec de la politique. Il y a eu des réalisations, il y a eu des raisons qui ont fait que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je parlais des dotations budgétaires annuelles. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat bénéficie entre 0,45 et 0,50% du budget annuel de l'État. Voilà. Il y a eu des problèmes liés à la sécurité. Ça aussi, c'est une réalité parce que en matière d'aménagement, je ne sais pas si on va aborder la question après. On va revenir Nous avons fait un certain nombre de lotissements, mais les zones concernées par la sécurité n'ont pas pu. Voilà. Mais sinon, des logements ont été construits. Mais quand je vous parle, je vais vous prendre l'exemple de Manga, où nous nous retrouvons, Manga, Gawa, où nous nous retrouvons avec des logements sur les bras. Ça pose un problème. Il y a des logements qui ont été le programme continue. Ça coûte cher, c'est ce qu'il dit. Non, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a un minimum en bas duquel on ne peut pas descendre. Ce qu'il y a pour les logements, c'est le paiement sur la durée. Voilà, les 1200 là, c'était ça. Hein. C'était à l'époque, quand vous regardiez le prix, c'était relativement élevé par rapport aux revenus de l'époque. Mais si on met en place des mécanismes qui permettent aux gens de payer un logement sur 20 ans, je pense qu'il y aura des avancées réelles. Monsieur Zongo, il est du sud-ouest. Du centre-ouest. Centre-ouest plutôt. Nous sommes en train de construire actuellement des logements. Toutes ces opérations-là sont inédites dans ce pays. Voilà. Oui, mais en fait, sa question a plusieurs volets. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés pour atteindre le problème, mais quand vous regardez le nombre de logements construits dans les délais du mandat, mais aucun régime ne l'a fait. Alors, l'autre question, c'est qu'il y a assez de 250 promoteurs immobiliers, il dit, et cela provoque une pression foncière. Et ça aussi, c'est une réalité. Bien. Pour ce qui est de la promotion immobilière, effectivement, quand nous avons lancé le programme, c'était la première fois qu'il y ait un programme aussi ambitieux dans ce pays. Donc, il y a eu, j'allais dire, le printemps des promoteurs immobiliers. Et malheureusement pour nous, la législation pour la création
des sociétés de promotion immobilière n'était pas suffisamment solide. Bon, ce qui nous a amené, à défaut de rejeter le dossier d'un citoyen qui est en règle, à approuver jusqu'à ce que nous procédions à la suspension des agréments en mars 2019. Voilà. Aujourd'hui, nous avons procédé à la relecture des textes sur les agréments de promotion immobilière. Très bientôt, nous allons le soumettre en Conseil des ministres pour validation. Les conditions sont telles que les conditions étaient très resserrées. Ce qui va nous permettre d'avoir un nombre intéressant de promoteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des 250 qui existent aujourd'hui? Les gens vont se mettre à jour ou disparaître. Aujourd'hui, on a parlé de 200, on ne sait même pas 250, c'est 275. Mais sur les 275, il y a à peine une soixantaine qui ont initié des projets immobiliers. Bon, ensuite, on a combien qui sont arrivés à bout? Tout ça, c'est des questions qui nous ont amenés dans la relecture du texte à tenir compte de cela. Dans des domaines comme le bâtiment, les travaux publics, au bout de 5 ans, vous êtes obligé de redemander le renouvellement de l'agrément. Mais pour ce qui est de la promotion immobilière, ces dispositions n'étaient pas prévues. Ensuite, on a prévu au niveau de ceux qui souhaitent exercer la promotion immobilière, si le texte passe, dans l'état de la proposition qu'on a faite, qu'on fasse un compte séquestre. Vous voyez, promoteur immobilier, c'est que vous êtes suffisamment solide. Vous ne venez pas être promoteur immobilier pour vendre des parcelles. Vous venez être promoteur immobilier pour participer au programme national de construction de logements. Voilà. Et si vous regardez, depuis 2016, nous n'avons donné aucune autorisation de promotion foncière, c'est-à-dire donner à un promoteur l'autorisation de faire des parcelles et de les vendre. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, malgré les tests qu'il y avait, nous avons quand même, en tant qu'autorité, le pouvoir de régulation de ces questions. Voilà. Donc, malgré tout, beaucoup en ont fait sur le terrain. On va découvrir ensemble une question de M. Diallo Kalifo. Il nous appelle au téléphone de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kougou. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Diallo. Je suis monsieur Diallo de la cité de Basenko. Oui, cité de Basenko. Voilà. Nous appelons par rapport aux engagements que le ministère de l'Urbanisme a pris par rapport au protocole d'accord signé avec les promoteurs privés, CGE, CDH, Wenpanga, PNBF, Logique, SA, etc. Dans les protocoles d'accord à l'article 3, alinéa 5, il est écrit: le ministère de l'Urbanisme s'engage à financer l'activité de viabilisation des parcelles qui seront dégagées, notamment l'ouverture des voies sur l'ensemble des sites, l'extension des réseaux divers, le développement des réseaux d'électricité et d'eau, en respect des dispositions du Code de l'urbanisme. Je suis en train de citer l'article. Et jusque-là, et ça fait presque 5 ans, et ces promoteurs sont là, ils n'ont pas d'électricité, et les habitants n'ont pas d'électricité, et par endroits, il n'y a pas d'eau, et encore la voie d'accès même principale, qui est dans un état exécrable, difficile d'accès lorsqu'il pleut. Alors que ce sont des engagements du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et qu'est-ce qui explique ce retard ou bien non prise en compte de ce protocole par le ministère? Et à quand les habitants de la cité de Basenko vont voir le bitumage de la voie principale pour vraiment faciliter l'accès à la cité? Monsieur le ministre, pour la Bien, réponse. merci monsieur Diallo pour la question. Et vous savez que je suis beaucoup vos activités au niveau de votre association de résidents. Et toutes les fois que nous avons pu amener une participation à ces activités, nous ne nous sommes pas laissés supplier. Pour ce qui est de la voie principale d'accès, dans un premier temps, il avait été prévu en PPP, c'est-à-dire qu'on allait passer avec un promoteur privé qui allait nous faire la voie et que l'État allait payer sur une certaine durée. Bon, ce processus n'ayant pas abouti,
nous avons décidé, en accord avec le ministère des Infrastructures, d'inscrire cette voie, la réalisation de cette voie, comme tant d'autres dans la ville de Ouagadougou, dans le programme du ministère des Infrastructures. Bon, on avait bon espoir qu'on puisse réaliser cette voie en 2020, mais il semble que ça a été programmé pour 2021. Maintenant, concernant les problèmes d'eau et d'électricité de Basseko, c'est une réalité. Mais il faut dire que c'est un dossier dont nous avons hérité. Voilà, Basseko, c'est le quartier qu'on a créé après les inondations, etc., etc. On avait déjà construit des maisons, on avait déjà commencé les questions, on appelle ça la viabilisation, la voirie, l'eau, l'électricité et puis les caniveaux. On appelle ça la viabilisation. Donc on avait déjà commencé des actions. Quand nous sommes arrivés, nous avons poursuivi les actions. Je crois que depuis 2016, on a mis près de 5 milliards dans la viabilisation de Basseko. Nous sommes actuellement sur un autre programme de 2 milliards. Mais il faut dire que la zone est très vaste. Je pense qu'on avait fait des estimations à l'époque, on était à près de 85 milliards pour viabiliser Basseko. Quand vous prenez ces 15 000 parcelles, si vous mettez une moyenne de 6 personnes dans chaque parcelle, vous avez une ville, 90 000 habitants, 100 000 habitants. Voilà. Donc ce sont ces difficultés et aussi la difficulté principale que nous avons eue au ministère, c'est la régulation budgétaire. Vous êtes dans le pays, vous savez tous les problèmes que le pays a. Aujourd'hui, si ça coince au nord, si ça coince à l'est, etc., etc., bon, le gouvernement opère des choix. Voilà pourquoi, quand vous allez à Basseko aujourd'hui, il y a certains chantiers qu'on avait démarrés, mais qu'on a dû suspendre faute de paiement parce que d'autres priorités ont amené le gouvernement, l'État, à orienter les financements dans une autre direction. Alors, M. Victor, c'est des réalités objectives qui nous ont amenés, mais on a pris l'engagement avec les populations de Basseko de faire de cette cité l'une des plus belles, parce que, je ne sais pas, je vous l'apprends, le plus grand hôpital, j'allais dire, du Burkina sera construit à Basseko. Donc, vous voyez ce que cela va induire en termes d'aménagement, d'activité, etc., etc. Ça, c'est l'espoir qu'il faut prendre, M. Diallo, en entendant donc vos routes. Alors, M. Victor Ouedraogo nous appelle d'Accra au Ghana. Bonsoir. Bonsoir, M. Bongo. Nous vous écoutons. Et bonsoir, monsieur le ministre. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Bonsoir, M. Ouedraogo. Je vais bien. J'espère que ça va chez vous également au Ghana. Oui, ça va assez bien, malgré le Covid. D'accord, votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est que l'année dernière, j'ai passé presque une année à Ouaga. Oui. Et j'avais été invité à visiter la cité de la diaspora. Parce que je m'intéressais à avoir une parcelle là-bas. Et quand, à ma grande surprise, du moins, on m'a fait aller sur le chantier. Et arrivé là-bas, on m'a montré une villa témoin. Et ce qui m'a choqué un peu, c'est la qualité même du matériel et la qualité de la construction. Ça m'a fait beaucoup douter. Et ces villas-là coûtent 45 millions. Alors, la plus grande inquiétude que j'ai eue était que quand vous allez acheter cette maison en voyant comment elle est construite déjà, vous n'avez pas confiance aux structures qui la tiennent. Et de deux, j'ai tout de suite voulu voir si on pouvait nous attribuer des parcelles, m'attribuer une parcelle pour permettre de construire quelque chose avec mon plan à moi. Parce que quand vous allez acheter un terrain à 45 millions et que après la construction, ce bâtiment-là commence à se fissurer en moins de 2 ans parce que en voyant la qualité du bâtiment et, comment vous dites, témoin, vous vous posez des questions si c'est vraiment de bons assurances qui font le travail. D'accord. La question, M. Ouedraogo, c'est laquelle? Oui. Comme il y a d'autres personnes qui attendent. Quelles sont les perspectives? Voilà. La question, c'est de voir comment on peut avoir accès à ces genres de parcelles en étant à la diaspora. D'accord. Et s'il y a une possibilité que nous puissions acquérir le terrain et le développer nous-mêmes. Merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Bien, merci M. Ouédraogo. Je pense que cette possibilité d'acquérir le terrain, parce que pour ce qui est de la cité de la diaspora, c'est des titres fonciers. Donc c'est un niveau supérieur que le permis urbain d'habiter. Donc on pourrait voir dans quelle mesure vous pourrez acquérir, mais on serait obligé de vous encadrer pour la construction pour éviter que ça ne soit l'objet de spéculation. Je suis entièrement d'accord avec le constat qu'il a fait concernant les 3 logements témoins qu'on avait construits. Vous savez, dans le monde, je ne veux pas dire des affaires, on fait une consultation, on choisit un promoteur. Dieu merci, on passe toujours par les logements témoins. Nous avons également été déçus par ce promoteur, comme M. Ouédraogo. Donc nous avons arrêté le contrat. Voilà. Mais je voudrais dire à M. Ouédraogo, s'il a des parents ou des amis qui sont là actuellement, qu'il fasse un tour à la cité de la diaspora. Il verra la qualité des logements qui ont été construits et qui sont en train d'être construits. Voilà. D'accord. Donc il pourra me revenir, M. Ouédraogo passe de temps en temps au cabinet, il pourra me revenir au cabinet. D'accord. On parlera. Sur question plateforme, Monsieur le ministre, on va découvrir ensemble Monsieur Mamoudou Kaboré du Centre. Monsieur le ministre, nous vous demandons de publier la liste des sociétés immobilières qui ont des agréments, des titres fonciers, une autorisation de lotir sur le site web du ministère, par exemple, pour orienter les citoyens avant toute acquisition. On parle des parcelles dont voilà. on avait parlé Donc, tout à l'heure. c'est ce que je disais, dans le contrôle qu'on a fait, pour ce qui est des agréments, ça, ce n'est pas un problème, hein. Il peut être publié, c'est accessible, c'est comme les agréments en bâtiment, en travaux publics. Voilà, on peut les publier sur le site, je crois qu'on va s'y atteler, mais les sociétés qui ont poursuivi le processus jusqu'à terme, non, pour le moment, voilà, on ne peut pas vous donner des noms. Mais il faut dire que nous sommes en convention avec certaines sociétés que nous estimons avoir avancé dans le processus, mais naturellement avoir péché. Mais nous sommes en convention et très bientôt, nous pourrons vous donner des orientations. Voilà. Sur la question des parcelles, parce les que questions c'est ce de logement surtout, parce que je vous ai dit qu'on n'a pas encore signé de convention. Il y a eu des conventions ou du moins des agréments dans le passé pour vendre des parcelles. C'est des coups partis, hein, c'est des situations qu'on est venu trouver, mais depuis que nous sommes arrivés, pour le moment, on n'a pas signé d'agrément. On a signé des agréments pour la construction. Voilà, mais pas de parcelles. Pas de C'est très parcelles pour important le parce que moment. c'est Sinon, la question qu'il les pose. parcelles, la Sonature en fait, les communes en font, etc., etc. Mais pour les particuliers, pour le moment, pas. Voilà. Ceux qui ont des autorisations, c'est des autorisations qui datent d'avant notre arrivée. Voilà. Comme l'État, c'est la continuité. Mais ces personnes-là ont ces autorisations aujourd'hui et continuent de lotir. Donc ce sont ces personnes, enfin je veux dire personnes morales, qu'on vous demande de publier. Non, ils continuent de vendre. Ils ne sont pas nombreux, hein. Il y a peut-être 2, 3. Ils continuent de vendre des parcelles qu'ils ont acquises, mais pour lotir, il faut une autorisation qui est valable 2 ans. Au bout des 2 ans, si vous n'avez rien fait, l'autorisation est caduque. Hein, il y a 4 ans et demi que nous sommes là. Voilà. Donc à l'heure actuelle, personne ne devrait être en train de lotir et de commercialiser des parcelles. Voilà. On va inviter avec nous Monsieur Yaya Koulibaly. Rejoignez-nous sur ce plateau. Vous êtes là pour nous parler de la planification urbaine et gestion durable des villes. Vous êtes le président de l'Ordre des urbanistes du Burkina. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez aussi 10 minutes pour parler avec le ministre. On n'a pas besoin de vous demander la courtoisie puisque vous êtes devant votre ministre. Ok. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir aux monsieur. Avec des questions téléspectateurs. courtes, précises, pour permettre au ministre de répondre courtement et donner la possibilité aux téléspectateurs de poser des questions. Ok. Alors, nous allons parler de la planification urbaine. Et donc, c'est une opération qui se situe en amont. Il faut dire que toutes les difficultés, peut-être qu'on peut recenser sur le terrain, sont en partie liées au fait que la planification urbaine a été ignorée ou qu'elle n'a pas été suffisamment prise en compte. Étant donné que le but de la planification urbaine,
c'est de disposer sur les grandes orientations donc, du développement de nos villes. Et de ce fait, il y a un ensemble de dispositions qui concernent la répartition zonale, donc les terres des collectivités, des villes, et également la prévision pour les équipements structurants, les grands équipements qui permettent donc d'asseoir une vie harmonieuse et cohérente. La question maintenant, voilà. Et la question est de savoir, Monsieur le ministre, le gouvernement a fait l'effort effectivement de doter et la plupart des villes, les grandes villes et les villes moyennes, d'outils de planification de premier niveau, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. La préoccupation, elle se situe au niveau du suivi de la mise en œuvre donc, des dispositions de ces outils de planification. Alors, que fait le ministère pour pouvoir donc appuyer les collectivités locales dans la mise en œuvre donc, des dispositions, des plans des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, sachant bien qu'au niveau des collectivités, nous avons un grand problème donc, de portage, de maîtrise d'ouvrage et de disponibilité donc, du capital humain. Monsieur le ministre. Bien. Merci, Monsieur le Président de l'Ordre. Je voudrais rappeler que nous avons à notre bilan la création de l'Ordre des urbanistes de Burkina. Voilà, ça c'est une avancée. Monsieur le ministre dit que c'est grâce à lui que vous êtes là. Pas grâce à moi, grâce à notre programme. C'est une avancée remarquable parce que c'est un dossier qui était dans les tiroirs depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis 10 Donc, ans. je crois que ça montre la volonté politique de travailler à ce que la planification urbaine soit une réalité dans ce pays. Nous avons donc créé l'Ordre des urbanistes. Nous avons, à ce jour, nous avons adopté déjà 10 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme pendant les 4 ans. Il y a 5 qui seront adoptés dans les semaines et mois à venir, avant la fin du mandat. Donc, on sera à 15 schémas directeurs, qui est le plus grand outil de planification, comme le président de l'Ordre l'a dit. Là aussi, c'est une performance qu'aucun régime n'a. Voilà. Ensuite, le dernier aspect, il y a le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Le Grand Ouaga, c'est quoi? C'est l'espace de l'ancienne commune de Ouaga et des communes rurales tout autour, l'ancienne région la région du centre. Les 7 communes. Les 7 communes et la commune de Lumbila qui est du plateau central. Parce qu'on estime que Ouaga ne peut plus être viable sans la contribution de ces espaces-là. Bon, ce dossier également, je ne vais pas dire était dans les tiroirs, mais c'est nous qui l'avons ressorti. Comme le dirait Dieu faisant, dans les semaines à venir, le dossier va être transmis en Conseil des ministres pour examen et sûrement adoption. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements structurants qui sont les orientations du schéma directeur du Grand Ouaga. La voie de contournement, je pense que lui, c'est tout ce que je dis, il le sait. L'université de Ouaga 2, aujourd'hui, on est en train de faire un port sec à Zaktouli pour aménager le site de la chambre de commerce, etc. Les voies parallèles à l'intérieur de Ouagadougou, parce que quand vous prenez une voie comme Charles de Gaulle, au début c'était la seule, mais vous regardez, on a fait des voies parallèles pour désengorger un peu de manière... Il y a un certain nombre d'orientations du schéma qui est déjà en cours. Le problème qu'on avait concernant ce schéma est le problème des casernes. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Alors, on devait sortir toutes les casernes de Ouagadougou. Voilà. Donc, mais on a trouvé une solution médiane. Ensuite, pour des gens qui sont à Karpala, si vous quittez Karpala pour aller sur la route de Pau, vous verrez qu'on a traversé le camp. Voilà. Toutes ces avancées-là, c'est des avancées remarquables. Voilà. C'est le signe d'une grande volonté politique qu'on puisse aller dans la planification urbaine, parce que le grand problème de nos villes ici, aujourd'hui, c'est cela. Je prends l'exemple de Ouaga. Vous prenez une ville comme Ouaga, dans la planification urbaine, là, les espaces sont tous dédiés. Voilà. Ici, c'est le marché, on fait le marché. Ici, c'est l'école, on fait l'école. Ici, c'est la santé. Mais vous prenez Ouagadougou aujourd'hui, toutes les rues sont des rues marchandes. Résultat, pour se déplacer
d'un point à un autre à Ouagadougou, vous avez des problèmes de mobilité urbaine. Effectivement, Voilà. monsieur Donc, le il y a ministre. toutes ces questions. Oui. Monsieur le Nous avons ministre, entrepris des discussions. Cela pose véritablement la question de la gestion urbaine. Voilà, étant donné que ces deux volets, et en amont, la planification urbaine et en aval, la gestion urbaine. Aujourd'hui, l'on est tenté de se demander, avec tout ce méli-mélo, voilà, tout ce méli-mélo qu'on constate dans nos villes, les problèmes de voirie, d'aménagement, d'occupation anarchique de l'espace. Alors, on est tenté de se demander, est-ce que le ministère en charge de l'urbanisme ne devrait pas, quelque part, vu son rôle régalien, intervenir aux côtés des collectivités, essayer donc d'amener, de réglementer, de disposer, afin qu'on puisse quand même aller vers un ordre et créer un cadre de vie beaucoup plus harmonieux, voilà, et sécurisé pour les populations. Je suis d'accord avec vous, mais si vous prenez la constitution du Burkina, le Burkina est divisé en collectivités territoriales. Nous sommes rentrés dans la décentralisation et tout temps dans ce processus-là a procédé à un transfert, que ce soit les compétences, que ce soit les ressources humaines et financières vers les collectivités. C'est vrai, même dans le domaine de l'urbanisme, là, vous êtes combien? Il y a une quarantaine d'urbanistes pour tout le pays. Donc ça pose des problèmes. On est en train de mettre l'accent sur la formation. Avec les deux grandes communes que constituent Ouaga et Bobo, on est en interaction permanente. Voilà, on est en interaction, mais j'allais dire la police foncière ne relève pas des attributions du ministère de l'Urbanisme. Dans chaque arrondissement, dans chaque secteur, il y a des conseillers municipaux qui sont chargés de suivre ces actions pour le compte du conseil municipal. Ce travail ne se fait pas. Nous avons attiré à plusieurs fois l'attention des différents acteurs, mais nous pensons que progressivement, voilà. Donc, souvent, ce n'est pas de votre responsabilité. Souvent, nous avons été amenés à intervenir. Voilà le Square Nyenenga, c'est nous qui avons arrêté les travaux du Square Nyenenga. Mais pourtant, c'est dans la ville, et l'intéressé avec toutes les autorisations. Bon, ce sont ces dissonances-là qui nous amènent souvent. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même le devoir d'accompagner la collectivité, étant donné que la décentralisation est suivie de déconcentration. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau du ministère de l'Urbanisme, il y a très peu d'urbanistes dans votre département, monsieur le ministre. Au dernier recrutement, alors que c'était un engagement du président, où il était prévu donc de recruter 5 urbanistes. En dernière minute, les postes ont été supprimés. Et aucun urbaniste n'a été recruté sur les 5 ans. C'est vraiment inquiétant. On se demande, monsieur le ministre, est-ce que l'urbanisme est une priorité du gouvernement? Bon, je vous ai parlé de tout ce qui a été fait en matière d'urbanisme, à commencer par la création de l'ordre. Je vous ai également dit que nous sommes en interaction avec les maires, pour ce qui est des maires de Ouaga et Bobo. Pour les maires des communes rurales, vous pouvez vous renseigner toutes les fois que nous avons l'occasion, que ce soit les commissions communales d'urbanisme, les commissions régionales, etc. Nous essayons d'apporter notre assistance. Mais il faut dire que le métier d'urbanisme n'existait pas dans la fonction publique. Voilà, là aussi, c'est à notre actif, c'est nous qui avons créé ça. Donc, il y a eu une avancée réelle. On a créé le métier d'urbanisme, vous allez pouvoir peut-être... Hein? Non, c'est cette année qu'on a créé, à l'occasion de la réécriture des textes sur les métiers. Dans le domaine des infrastructures, il y a l'emploi d'urbanisme maintenant qui existe. Et donc, très bientôt, au prochain recrutement, nous allons employer des urbanistes. 2021. Mais je voudrais ajouter, malgré le fait qu'on n'ait pas pu lancer le concours des urbanistes, nous avons eu la petite intelligence de prendre des architectes urbanistes que nous pouvons déployer aussi bien à l'architecture qu'au niveau de l'urbanisme, parce que comme vous le savez, à l'école africaine, voilà, il y a cette possibilité-là d'être architecte urbaniste. Donc nous avons recruté des architectes urbanistes. Une partie est partie à l'architecture, une partie à l'urbanisme, en attendant que de manière légale et juridique, au niveau de la fonction publique, on puisse organiser un concours de recrutement d'architectes. Donc nous sommes sur la bonne voie.
D'accord. Dernière question, M. Koulibaly, en faisant attention au micro. OK. Et de plus en plus aussi, nous constatons que le budget alloué au ministère de l'urbanisme est assez réduit, ce qui constitue donc une inquiétude de la part des professionnels du secteur, étant donné que la mission elle est assez vaste. Le ministère de l'urbanisme est un ministère transversal, et avec un budget qui est déjà assez réduit et qui est amenuisé d'année en année. Et nous nous demandons si véritablement le ministère n'est pas en train de tendre vers... Je voilà. comprends aisément que vous êtes à l'origine de la création de l'ordre, puisqu'il Voilà. se soucie à votre place. Voilà, donc on est un Monsieur peu... le ministre, En tout cas, on remercie pour les plaidoyers, hein, mais vous êtes au Burkina, vous connaissez les réalités du pays, vous connaissez les priorités aujourd'hui, tout est prioritaire. Quand vous prenez la santé, les soins des enfants de 0 à 5 ans, c'est prioritaire. L'éducation, la nécessité pour nous de mettre l'accent sur la formation. L'eau, l'accès à l'eau, etc. Tout ça, c'est des priorités qui viennent s'encastrer dans les priorités de la nécessité d'organiser l'espace urbain dans nos villes. Je pense qu'au niveau du gouvernement, on en a pris conscience et je crois que des actions et des renforcements de financement seront faits à ce niveau. Merci, M. Koulibaly, d'être Merci, venu échanger avec Merci le beaucoup, ministre. M. Koulibaly. Il y a eu une concentration de Koulibaly et de Ouattara ce soir à cette émission. Je crois qu'on va revoir le casting. On découvre une question plateforme avec vous, Monsieur le ministre, alors que M. Koulibaly est en difficulté avec sa chaise. Abdoulaye du Centre-Ouest, Monsieur le ministre, la loi indique que les opérations de lotissement doivent être soumises à une évaluation environnementale et sociale. Nous remarquons que cet aspect est complètement ignoré lors de la délivrance des autorisations de lotissement. Réponse, Monsieur le ministre. Voilà, la question est simple, hein. Quand vous voyez les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, avant de les adopter en conseil, en dehors du cas spécial du schéma du Grand Ouaga, avant de les adopter en conseil, tous ont été l'objet d'une étude environnementale. Maintenant, on adopte les plans de lotissement en fonction des projets à réaliser. La réglementation prévoit, dans le cadre de la réalisation du projet, une étude environnementale. Voilà pourquoi nous avons fait l'économie des études environnementales en matière de lotissement. Mais au-delà de ça, il y a une enquête sociale sur le terrain, hein. En dehors de l'enquête environnementale, il y a une enquête sociale qui est faite par le ministère en charge de l'administration territoriale pour s'assurer que les acteurs y conviennent, que les conditions sont réunies, que les conseils municipaux ont donné leur feu vert, etc. Nous, on s'occupe du volet technique. Et pourquoi l'exception Grand Ouaga? Non, le problème de l'exception Grand Ouaga est simple. Une étude environnementale sur le Grand Ouaga, on en a pour au moins 2 ans, 3 ans. Le terme du Grand Ouaga, c'est 2025. Voilà, si vous voulez consacrer une étude environnementale, en 2025, on n'aura pas fini de discuter du Grand Ouaga. Donc la proposition, si elle est adoptée, c'est qu'on adopte le schéma. Et chaque fois qu'il y a un projet d'envergure, un peu comme l'université de Ouaga 2, un peu comme, puisque dans le cadre du Grand Ouaga, il est prévu au niveau de Pabré un hub économique. Donsin également rentre dans le cadre du Grand Ouaga, un hub économique. Quand on voudra faire ça, on pourra faire l'étude. Il est prévu au niveau de Komsiliga, comment on appelle, un parcours hippique, etc. C'est la zone de sport. Au niveau de Koubri, c'est la zone des industries légères. Et au niveau de Tangan d'Assouri, c'est la zone des industries polluantes. Nous pensons qu'à l'occasion de la réalisation de ces grands projets-là, des études environnementales seront nécessairement faites. C'est un peu comme le CHU de Bobo-Dioulasso, voilà, dont l'étude environnementale a été réalisée et déposée. Ok. Voilà. Alors, on va donc découvrir une autre question avec vous, Sanou de Haut-Bassin. J'ai 3 questions au ministre. Expliquez le débordement des égouts des grandes villes après les grandes pluies. 2.
qu'est-ce qui explique la cherté des parcelles ici au Burkina Faso en tant que pays pauvre? 3. Quelles sont les initiatives gouvernementales face à cette situation foncière? Donc la question des égouts, ensuite la cherté des parcelles, et puis les initiatives pour corriger tout ça. Bon, pour ce qui est des égouts dans une ville, c'est essentiellement les villes de Ouagadougou et Bobo, il y a 2 questions. Ou le sous-dimensionnement des égouts, tel que ça a été fait, ou les problèmes, les difficultés liées à l'action de l'homme. Vous êtes à Ouagadougou ici, vous voyez, pour ce qui est de nos caniveaux, c'est devenu des bacs à ordures, on jette n'importe quoi dans les caniveaux, donc progressivement, c'est des immondices, et ça, en cas de pluie, pendant les saisons difficiles, ça pose des problèmes. Mais sinon, il y a les questions de sous-dimensionnement. Par exemple, dans l'étude d'une route en ville, on doit faire des caniveaux. Si l'étude n'a pas été correctement faite, au lieu de faire des caniveaux de diamètre 20-30 cm, on a fait des caniveaux de diamètre 15 cm. Quand il pleut, vous avez les conséquences négatives. Mais du reste, dans le cadre de l'assainissement de la ville de Ouagadougou, ça aussi c'est un de nos acquis. Nous avons lancé le projet Bangerwego, la 3e phase, qui consistera donc, puisque près des 3/4 des eaux d'écoulement de la ville de Ouagadougou se jettent au parc Bangerwego. Si vous avez constaté, un peu en face de l'école des infirmiers vétérinaires, vous voyez des stagnations d'eau. La dernière fois, les caïmans sont sortis. Heureusement qu'il n'y a pas eu de... Voilà, donc nous allons travailler à creuser un canal à l'intérieur du parc pour drainer les eaux vers le pont Anayele, pour ceux qui connaissent la zone à l'arrondissement 10, et continuer vers le Massili, qui est un affluent du Nakambi. Nous avons été aidés dans le cadre de ce projet par la BOAD pour un coût autour de 15 milliards. Le contrat est en train d'être signé, c'est pour un délai de 18 mois. Donc les travaux, si l'entreprise n'a pas déjà commencé, vont démarrer bientôt. D'accord. Voilà. Et la question de la cherté des parcelles? La cherté des parcelles, c'est une réalité. C'est dû au fait qu'aujourd'hui, la terre est devenue le seul bien facilement commercialisable au Burkina. Si nous avions, si nous avions avancé dans notre programme de construction de logements, c'est des aspects qui influent sur le coût des parcelles. Programme de construction de logements, on termine avec l'appurement. On met les parcelles dans leur réalité, parce qu'aujourd'hui, les communes rurales, on n'en a pas parlé, ça aussi c'est un de nos... ça met à notre actif. Quand nous sommes arrivés, il y avait 88 communes rurales qui n'avaient jamais connu de lotissement. À ce jour, il y a 42 qui sont entièrement terminées. Il y a toutes les 88 ont démarré, mais il y a 36, dont 19 sont dans les zones à défi sécuritaire. Et le reste, je crois, c'est 16 qui sont bloqués à cause des manifestations des populations. Ça veut dire que sur ce plan aussi, c'est des chiffres vérifiables. Il y a beaucoup de chefs-lieux de communes rurales qui vont rentrer dans la modernité à l'occasion. Je crois qu'on va organiser une cérémonie pour la remise afin que les gens puissent attribuer. Même la semaine prochaine, on peut organiser, puisque tout est terminé. D'accord. Voilà. De manière à ce que les gens puissent commencer à attribuer les parcelles-là à des coûts raisonnables. Voilà. Ça va jouer un peu sur la spéculation. Voilà. On va découvrir une autre question ensemble sur la plateforme. Vraiment Ouedraogo du centre. Je voudrais savoir qui mène la politique urbaine au Burkina Faso. En effet, mon constat est que ce sont les particuliers, opérateurs immobiliers et autres, qui imposent leur agenda à l'État. Comment est-ce que l'État compte faire pour que nos villes respectent les plans d'urbanisme? Bien, c'est simple. Dès qu'un plan d'urbanisme est adopté, il est opposable au tiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a fait le chemin directeur, je crois, de la ville de Ntiabobo. Voilà, cette zone est réservée
j'allais dire, à une gare routière, telle zone est réservée à l'habitation, il est opposable. Personne ne peut sortir en dehors de ça. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer l'adoption du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Voilà. Donc cela va nous amener, parce que dans la loi, dans les textes, c'est l'État qui dirige la planification urbaine. Voilà, et c'est séquencé au niveau des schémas directeurs. Du respect, en fait. Du respect. Oui. Le respect, dès que les outils sont adoptés, on va se donner les moyens de respect, en relation naturellement avec les collectivités locales. Je prends un cas, même au niveau de la forêt de Bangerwego. Il y a eu les premières, deuxième phases. Si vous regardez, il y a des petits malins qui sont allés construire des grandes cours dans les zones inondables. Vous regardez également, nous avons mis des croix sur ces bâtiments-là. En relation avec les collectivités locales, nous allons entreprendre des grandes opérations de respect des outils de planification urbaine. Ça a été le cas pour le square Nyenenga, vous avez vu. Voilà, donc il y a des espoirs. Alors, voilà. On va découvrir une autre question ensemble. Jonathan Kombolgo du centre. Monsieur le ministre, voir de grands espaces clôturés à chaque fois que je quitte Ouaga fait saigner mon cœur. Qu'est-ce qui se fait ou est envisagé pour nous garantir des espaces cultivables les années à venir? Je crains pour ma génération et celle à venir. Aurons-nous un jour accès à la terre? Bien, je pense que vous aurez accès à la terre. C'est vrai qu'on ne peut pas donner une parcelle à chaque Burkinabé. On est 20 millions. On essaiera de travailler à ce que, d'abord, de construire en hauteur les HLM de manière à réduire l'étalement des villes, travailler à ce que les gens aient accès à la terre. Mais il ne faut pas que ça soit une fin. On accède à la terre, là, c'est pour construire un logement. Alors que dans l'esprit de certains de nos compatriotes, les gens accèdent à la terre pour faire la spéculation. Oui, il a parlé des grands espaces, ça date de l'ancien. Dans la loi, c'est interdit. Voilà. Les réserves foncières ne sont constituées que par l'État et ou les collectivités locales. Voilà. Donc ça règle les problèmes. Voilà. Bon, c'est la mise en œuvre. On va être très précis. La volonté politique de mettre ça en œuvre. Parce que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. On va être très précis. Oui. J'ai acquis, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que je l'ai forcément, j'ai acquis 5 hectares ou 2 hectares. J'ai le titre foncier, j'ai fait ma clôture. Que peut donc le ministère contre cette personne? Voilà, c'est simple. Hein. Je prends la voie de contournement. C'est sur des titres fonciers que la voie de contournement passe. Voilà. Donc, force reste à l'État. Voilà. Il y a beaucoup de titres fonciers. Là peut-être, c'est une zone d'utilité publique parce qu'il y a un projet d'envergure. Oui. Mais lui, sa question, c'est que les particuliers ont peut-être encerclé 5-10 hectares et ils ont leurs documents. Quand il y a lotissement, est-ce qu'on est entre morceler, donner aux autres citoyens ou bien... c'est ça la question. Bon, voilà, le problème est simple. Hein. Quand il y a des situations comme ça, quand on doit faire un lotissement, comme je l'ai dit, on fait un état des lieux. Un état des lieux, c'est quoi? Le topographe va aller, ça c'est la zone d'un tel, ça c'est la maison d'un tel, ça c'est un temple, ça c'est une mosquée, ça c'est une église, etc. On revient avec ce document-là au bureau, on essaie de faire le plan en tenant compte de ça et sur la base d'un certain nombre de critères. Prends les zones où vous avez 5 hectares. On peut décider que tous ceux qui ont 1 hectare en titre foncier ou en attestation provisoire d'attribution, vous avez droit à 3 parcelles. Voilà. Si vous avez 5 hectares, vous pouvez avoir droit à 15 parcelles. Mais le fait d'avoir votre titre foncier là n'empêche pas la réalisation de l'aménagement. Okay. Voilà. C'est très concret. On va découvrir une autre question sur la plateforme. Dorine Ouedraogo du centre encore, parce que c'est la deuxième fois qu'on a sa question. Monsieur le ministre, à quand la levée de la mesure de suspension des lotissements pour Ouaga et Bobo-Dioulasso? Le gouvernement décidera. Le rapport est déposé, le gouvernement décidera. Pour l'instant, on n'en sait pas. Je ne peux pas. C'est le Conseil des ministres, le Premier ministre, le Président du Faso. Je ne peux pas. Voilà. Ce n'est pas le ministre de l'Urbanisme qui décide.
On a demandé un travail au ministère, ou du moins à une commission dans laquelle nous participons. Le travail est prêt, on a déposé et puis bon, ça sera examiné, comme on le dit, en Conseil des ministres. D'accord, on arrive presque au bout de cette émission. Je vais appeler avec nous M. Fosseni Kindo, qui est le vérificateur du soir, de venir nous dire exactement qu'est-ce qu'il a retenu de l'émission et qu'est-ce que le public aussi qui est là a retenu de cette émission-là. Monsieur Kindo qui s'installe. Voilà, je vais juste arranger mes cols devant Samo. Alors, bonsoir monsieur Kindo, j'allais dire monsieur le ministre. C'est la même chose, il sera ministre un jour. Voilà. Ministre de l'Habitat. Même plus que ça. Alors, merci à vous, monsieur Gongo. Effectivement, le pôle, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Le pôle de vérification vous a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et sur votre prestation de ce soir, le pôle note une aisance sur le plateau. On a vu un invité posé à l'aise pour répondre aux questions. Vous ne fouillez pas les questions et vos réponses sont étayées par des statistiques. Le pôle de vérification également est soutenu par une équipe de fact-checkers et cette équipe se demande par rapport toujours à ces statistiques, si une étude approfondie a été faite avant d'entreprendre certainement de telles initiatives, c'est-à-dire pouvoir les publier pour qu'ils soient accessibles. Et sur la question des promoteurs immobiliers, l'équipe de fact-checker note également que vous avez beaucoup plus parlé de projets de loi à venir plutôt que des actions entreprises au cours de la période 2016-2020 pour régler les préoccupations, alors que le grand public attend toujours et les citoyens attendent également. Et enfin, sur la question des sociétés immobilières, votre réponse laisse à penser qu'il y a peu de transparence dans le domaine. Et on se pose la question, qu'est-ce que vous cachez? Et ce soir, pour votre prestation, le pôle de vérification vous a attribué la note de 7 sur 20. Et le public, sur 10 plutôt, monsieur, et autant pour moi. Et le public également sur ce plateau vous a attribué la note de 7 sur 10, ce qui fait une moyenne de 7 sur 10. Réaction, monsieur le ministre. Réaction, je voudrais remercier sincèrement les Diaconia, WaterAid, CODEL, la RTB pour l'initiative de cette émission de redevabilité. Et remercier également tous les participants. J'ai des jeunes frères qui regardent. Bientôt, ils seront responsables de ce pays. Voilà. Et souhaiter qu'ensemble, nous travaillions à assainir le domaine du foncier de la promotion immobilière. Vous avez parlé d'action. Je veux dire que nous avons fait un contrôle qui a abouti à des conclusions et des sanctions seront prises. Voilà. Mais à côté de cela aussi, pourquoi nous avons pu être dans cette situation, je ne vais pas dire malheureuse au niveau de la promotion immobilière, c'est parce que les textes qui régissent le secteur ne sont pas suffisamment contraignants. Et nous en avons fait aussi une de nos priorités. Voilà, je vous ai dit que le projet de décret, le projet d'arrêté sont déjà prêts. Bon, cela va contribuer d'abord les sanctions pour ce qui a été fait, mais les textes pour encadrer l'action future des promoteurs. Et travailler surtout à faire de la promotion immobilière un métier noble. Voilà. Quand vous regardez, la dernière fois nous étions à Danfora, vous avez pu voir ce que la promotion immobilière permet de faire. Ce n'est pas seulement la vente ou du moins ce n'est pas la vente de parcelles illicites, mais la construction de logements. Voilà. Et au niveau du ministère, nous allons tout mettre en œuvre pour apporter notre accompagnement à tous nos partenaires, hors des urbanistes, hors des architectes, hors des ingénieurs, hors des géomètres, et puis les différentes associations de promotion immobilière, et surtout leur dire que nos bureaux sont ouverts. Voilà, il n'y a pas de... Merci, monsieur le ministre, d'être venu. Je répète, c'est votre deuxième passage.
Et ça sera certainement la dernière pour ce mandat, parce qu'il ne nous reste plus que 3 émissions pour boucler cette émission donc, qui était prévue pour le mandat 2016-2020. Merci à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de préparation de cette émission. Bonne suite de programme sur la RTV.